Je vous présente Jean Maison. Vous ne le connaissez pas et pourtant il est très connu au niveau départemental, au niveau national, parce qu'il est aujourd'hui, on peut le dire, l'un des derniers, peut-être le dernier grand résistant de la Seconde Guerre mondiale. Tout au long de votre scolarité en histoire-géographie, vous n'avez jamais côtoyé des gens qui ont connu les événements dont les enseignants vous parlent. Et là, aujourd'hui, c'est tout à fait exceptionnel parce que Jean, lui, l'a faite. Il y a été. À partir de cet instant, c'est moi qui reviens à votre âge. Parce que ce que je viens vous dire, c'est que, en ce qui me concerne, j'avais 15 ans quand la dernière guerre s'est déclarée en 1940. À votre âge, du jour au lendemain, on a été privé de liberté. Et du jour au lendemain, on ne pouvait plus se réunir, on ne pouvait plus faire de fêtes, on était obligé de rentrer chez nous parce qu'il y avait le couvre-feu. Et croyez-moi, on s'est vite rebellé. Le mot résistance m'a animé toute ma vie. Moi, toute ma vie, j'ai parlé de résistance parce que ça m'avait marqué, surtout de pouvoir être parmi ceux qui ont libéré notre pays. J'arbore qu'une médaille, vous la voyez, elle est là, c'est la médaille de la résistance. Celle-là, je l'ai gagnée, au fond de moi-même, je l'ai gagnée et je peux la partager avec tous ceux qui sont morts et qui ne l'ont pas eu. Oui, là c'est bien sûr mon père, ma mère, Marcel Maison, et Juliette Monteil, elle s'appelait, on l'appelait Zélina, ma mère. Mon père m'a beaucoup appris parce que c'est quelqu'un qui a fait la guerre de 14-18. Il était brancardier, il a fait toute la bataille de Verdun. Il est revenu de la guerre de 14-18, révolutionnaire on peut dire. Il y avait eu la révolution bien sûr en Union soviétique à l'époque, 1917, qu'il avait sans doute marqué ces gens de la guerre parce que lui-même et son frère sont revenus tous les deux révolutionnaires. Là sur cette photo, mais à Clairgou, on s'observe dès 1939. Pourquoi ? Parce qu'en 1939, la municipalité de Clairgou avait été dissoute au même titre que 28 autres municipalités de la Corrèze. Il y avait 28 municipalités qui avaient été dissoutes et remplacées par une délégation spéciale. Mon père avec ce mot solidarité à la bouche. Donc il avait été déjà solidaire pendant la guerre d'Espagne. Il avait fait venir une femme avec ses 3 enfants, 2 filles et un garçon. Tout de suite que la guerre a été déclarée en France, et au printemps 40, quand les hommes étaient au front, il y avait des femmes qui mouraient de faim. Celles qui n'avaient pas de travail avant la guerre, et dont les maris étaient artisans ou étaient ouvriers, elles restaient à la maison, en général, elles élevaient les enfants. Alors là, il a organisé, parce qu'il était secrétaire de cellule en 1925 du Parti communiste à Clairgou, et bien, le Parti communiste a été dissous en même temps que les municipalités en 1939, mais lui, ça a continué, le rôle des communistes, à tel point qu'il a même été dénoncé qu'il faisait des actions envers les femmes dès le mois de mai 1940. Et ces actions, c'était d'apporter à ces femmes qui n'avaient rien, soit de l'argent, soit de la nourriture, soit des habits. Et là, il me mobilisait. Moi qui avais 15 ans, j'allais dans telle ou telle maison porter le paquet qu'est-ce payait le père maison, il fallait le faire en cachette. Parce qu'encore, je ne l'ai pas dit, mais mon père avait récupéré 4 gosses de Paris pendant la guerre, qui sont restés jusqu'en 1944. Quand il les a récupérés, la plus grande avait 4 ans, le plus petit 18 mois. Et leur père était photographe. Et si j'ai pu faire cette exposition avec mes copains, c'est parce que mon cousin photographe prenait les photos et les développait à Paris, chez lui. Là, c'était Chamard, un homme formidable qui a joué un rôle très important avec son hôtel à Clairgou. C'était là où il y avait les chambres à coucher pour beaucoup de nos camarades qui venaient de loin. Parce que Clairgou, ça s'appelait la capitale du maquis, la libération n'est pas pour rien. C'est parce que des plus hauts responsables de la résistance ont passé à Clairgou. Ça, à l'hôtel Parel à Clairgou, si tu passes à Clairgou, tu regardes, chez François, là il y avait une chambre qui s'appelait la Chambre Noire,
qui n'avait pas de fenêtre, et c'était là où avaient lieu toutes les réunions clandestines. Et nous, on était avertis, puisqu'on était, le jour où il y avait des réunions là, on gardait la commune de Clermont en ordre. Les agriculteurs vivaient très mal les réquisitions, parce qu'il fallait donner, soit un bétail, soit une vache, soit un veau, soit un porc, soit des moutons, soit... Même j'ai retrouvé, moi, quand j'étais maire, les recensements, même les volailles. Et quand il faut donner pour nourrir des troupes d'occupation, c'était mal vu chez les agriculteurs. Et c'est ce qui nous a permis peut-être après de pouvoir voir plus tard, de pouvoir nourrir les résistants quand on en sera plus tard dans la résistance. J'ai vu la débâcle. On est en 2015, on parle de réfugiés actuellement. Moi j'ai vu les pleines routes qui venaient de 89 et qui allaient sur Clergoux, là, qui passaient devant chez moi, de gens avec des chartous, des brouettes, des gens qui venaient du nord à pied, qui venaient. Il y a eu 65 réfugiés volontaires qui se sont fixés à Clergoux, plus 20 Lorrains imposés. 85 réfugiés dans une commune de 350 habitants, ça parle. Et moi j'ai adhéré donc aux Jeunesses communistes clandestines, mais en septembre 1942. Et en septembre 1942, on était une pléiade de communistes ici sur ce canton de la Roche-Canignac. Notre grosse activité, ça a été de glisser les tracts sous les portes. Il y a ici la photo de 24 jeunes de Clergoux qui ont entre 17 et 23 ans le plus vieux et qui sont tous en armes dans une commune de 350 habitants. Ça veut dire que la majorité des familles étaient acquises à notre cause et à notre combat. Et les femmes, alors, elles étaient aussi nos agents de liaison. Moi, je travaillais qu'avec les filles comme agent de liaison. Mon mari il me disait qu'il faisait partie des FTP qui étaient dans les pépinières de Pradel ici à Marcillac. Vous ne connaissez pas les grandes pépinières de la propriété. Alors il allait là, il était avec les FTP et puis il rentrait chez lui les soirs, bien sûr, puisque la maison était peut-être à 500 mètres de là. Il rentrait chez lui, couché. Et alors, on lui avait donné une mitraillette, mais attendez, c'était les FTP là. Hein. Et alors, on lui avait donné une mitraillette et pas la mitraillette dans la maison parce qu'il avait peur qu'il y ait une patrouille d'Allemands qui passe, parce que c'est arrivé d'autres fois, qu'ils aient passé dans la route. Et alors donc, il cachait cette mitraillette dans une ruche d'abeilles. C'est-à-dire que moi je les ai vues, ces ruches d'abeilles, mais il y en avait 3, il y en avait 2 qui étaient habitées par les abeilles, et l'autre qui était vide. Alors dans celle qui était vide, il cassait cette mitraillette là-dedans. Et comme ça, il pouvait y avoir une dénonciation de quelque chose, il n'avait rien à la maison. Voilà ce qu'il m'avait dit. Un jour, il m'a dit, attends, je t'emmène aujourd'hui, je t'emmène au Nid d'Aigle pour te faire voir et te faire connaître, parce que moi je suis de Marcillac aussi. Hein. Alors il m'a dit, mais je vais t'emmener aujourd'hui pour te faire voir où j'étais pendant le maquis. Ah ben j'ai dit, je veux bien. Et on est parti en vélo, à ce moment-là, on n'avait pas de voiture. Hein. On est parti en vélo et on avait laissé nos vélos un peu sur la route qui vient de Nougin, et on était descendu par le petit chantier qui descendait à ce moment-là au Nid d'Aigle. Eh bien, oui, il m'a fait rentrer dans on peut dire, ce genre de cave. Non, même pas cave, parce que c'est pas enterré, mais de cabane, c'était cimenté, pas cimenté, mais c'était en pierre, et alors couverte avec des branches d'arbres, des feuilles, enfin tout un tas de choses, et je crois même qu'il y avait des tôles un peu dessus, mais vous savez, des vilaines tôles. Et alors, ma foi, je suis rentrée là-dedans, je suis rentrée dans cette espèce de machin, j'ai regardé, mais la peur m'a prise là-dedans, je sais pas pourquoi j'ai eu peur, c'est vrai. Okay. Et j'en suis ressortie tout de suite.
Et puis ben voilà, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Et alors après, on est sorti de, bien sûr quand il m'a fait voir le nid d'aigle, on a suivi la voie gallo-romaine et il m'a expliqué tout un tas de choses sur la voie gallo-romaine, les pieds du diable, la main du diable, enfin tout un tas de choses en descendant. Et puis voilà. Et ce sont des gens de Gros-Chastan, ou de Saint-Martin par là, qui leur portaient de la viande, qui leur portaient à manger. Il y avait les noms sont sur le livre, je crois là. Du Teil. De Teil, voilà, ou de Teil, voilà, oui. Donc, il y est resté longtemps. Ça y est, là-dessus. Le temps que les Allemands étaient par là, qui faisaient des tours, et puis... Ils ont été dénoncés. Ils ont été dénoncés. Et après, je vous dis, ils ont quitté le nid d'aigle, ils sont partis à Saint-Pardois-Théier. Alors, le nid de l'aigle, tu vois, vous y étiez pas beaucoup, vous y étiez 8, je crois, au départ. Ouais. Il y avait un gars de Martial qui s'appelait Bouboul, Oriagué. Oui. Il y avait Jo, Évidemment. Jo, au mandat. Il y avait Saint-Agne de la Roche-Cagnac, mais lui, je ne sais pas comment on l'appelait, je ne me rappelle pas. Et il y avait Chaban, enfin, 7 ou 8 vous étiez. Oui, on n'était pas beaucoup. Et quand vous avez été dénoncé, c'était le jour de l'Ascension. Peut-être, oui. Ouais, Enfin, on a été dénoncés et la police arrivait, quoi. Vous êtes Alors, séparés on est parti, et moi j'avais des petites chaussures de cuir comme ça. Et alors j'ai couru pas mal, on s'en allait, quoi. Ouais. Et puis ça faisait la montagne, ça faisait une colline, quoi. On longeait la Dordogne, et puis à un moment, j'ai glissé. Alors, j'ai pas pu j'ai pris mon élan, je ne pouvais plus me retenir, je pouvais pas me tenir. Puis je suis arrivé au bout, j'ai fait une chute, je suis tombé dans la Dordogne, 300 mètres plus bas. Je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis sorti tout seul. Et quand je suis sorti, il y a les copains qui m'avaient vu tomber, ils se sont occupés de me trouver. Alors ils m'ont trouvé et ils m'ont caché le long d'une grande muraille qui avait là des trucs, et il y avait un gars qui avait coupé du bois. Alors ils m'ont mis le long de la muraille et ils ont mis des fagots de bois comme ça. Alors, et puis eux ils sont partis, quoi. Et puis moi je suis resté là pendant 3 jours. 3 jours j'étais là. Un moment après je couchais dans une espèce un séchoir à châtaigne. Oui. Il y avait un séchoir à châtaigne. J'avais trouvé ce séchoir à châtaigne et j'étais monté là-dedans, puis je suis resté un jour ou deux là en attendant. Et puis les gars du maquis, ils ont dit qu'ils m'avaient laissé là, quoi. Oui. Et ils ont dit qu'il faudrait lui porter à bouffer. Alors il y a un gars qui m'a apporté à manger un jour, 2 ou 3 jours après, un gars qui est venu, il m'a apporté à manger, il m'avait apporté un bout de jambon, tout un tas de choses. Il m'a dit, je vous porte ça. Maintenant je dis, je ne vous promets pas de revenir parce que c'est tellement dangereux. Alors je dis, je verrai bien. Alors je suis resté un jour ou 2 là. Et puis un matin, j'ai entendu klaxonner. Alors hop, j'ai pris ma mitraillette tout de suite pour voir, je dis, ça y est, qu'est-ce qui se passe encore? Et puis c'était un gars qu'on lui avait dit que j'étais là, un gars qui avait un camion qui faisait des tournées. Et ils lui ont dit, il y a Paris qui est là. Et alors, je suis arrivé, puis le gars il m'a dit, c'est vous Paris? Oui. Pourquoi? Il dit, je viens vous chercher. Ah bon? Alors évidemment, j'ai replié ma mitraillette, j'ai sauté, mais comme j'avais une hémorragie interne et tout, ça s'est pas arrangé, quoi. Alors, quand ils ont vu ça, après, le gars qui m'a descendu à Marcillac, la Croisille, oui. Il m'a emmené chez Séverin. Ah, c'est Séverin, à Marcillac, la Croisille. Chez sa mère. Ouais. Chez sa mère. Alors, c'est pareil, elle m'a gardé pendant 3 ou 4 jours chez elle. Bon, enfin, 4 ou 5 jours, quoi. Mais alors, il y a des moments que je tombais dans les pommes, après je revenais à moi, tout ça. Alors, un beau jour, la mère,
Elle a dit, oh, je veux pas qu'il meure chez moi quand même, j'aurais trop de peine, hein. Il est gentil comme tout. Alors, quand ils ont vu ça, il y a Séverin qui a pris son vélo, il a mis une petite remorque derrière, il m'a mis dans la remorque derrière, il m'a mis une bâche dessus, et il m'a descendu à l'hôpital, je m'ai descendu à Tulle, chez un docteur. Le nom du docteur, je ne me rappelle pas. Le docteur, quand il m'a vu, j'étais tout bleu. Évidemment, j'étais tombé à plein ventre dans l'eau. J'étais tout bleu, tout ça. Ouh là là, il dit, mais il faut le mettre à l'hôpital tout de suite. Hein. Alors, quand ils ont vu ça, ils m'ont emmené à l'hôpital. Je suis rentré dans la résistance, que j'étais dans les chantiers de jeunesse. Oui. J'avais été dans les chantiers de jeunesse. Bon, j'avais été dans le Cantal. Dans le Cantal, nous avions à la poudrerie de Toulouse. J'étais dans les chantiers de jeunesse et je travaillais à la poudrerie de Toulouse. En quelle année? Eh bien, en 43. En 43. Et alors, bon, j'étais responsable, on était 5 dans un atelier. On mettait la poudre dans les caisses. On emballait, et après on la descendait à la gare, avec un lorry, pas sur des wagonnets. Alors on en avait mis, ce jour-là, il y avait un peu de chargement, on en avait mis par-dessus les autres, il y en avait. Et alors il s'est trouvé, il y avait un aiguillage, il y avait une plaque tournante, un endroit. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que quelqu'un l'avait détourné ou pas comment. Arrivé à cette plaque tournante, là, elle n'était pas mal aiguillée. Oui. Quand le wagonnet, ça descendait un petit peu, quand le wagonnet est arrivé là, il y a eu la secousse, automatiquement, ça descendait. Les caisses qui étaient dessus, par terre, il ne s'y est pas trouvé un cheleux, et puis avec un officier des chantiers de jeunesse, ils sont venus, ça voyait, il a voyé, qu'est-ce qu'il disait, moi je ne sais rien de ce qu'il disait. Et ils sont venus vers nous et tout, et bien le soir, j'ai été appelé au bureau, automatiquement. On me rappelait, en me disant que bon, qu'il avait dit que c'était du sabotage qu'on faisait et qu'en Allemagne, il n'y aurait pas de sabotage. On allait partir pour le service obligatoire en Allemagne. Et puis on entendait De Gaulle au poste, le maquis, ici et là. Bon, j'ai dit, tant pis, risque et péril. J'ai dit, tu dois partir en Allemagne, si tu te rends en Allemagne, risque et péril. Allez! Je suis parti à la gare et j'ai pris mon billet pour le train. Et alors on était descendu en contrevoie même, à la gare de Brive. J'avais fait le contrevoie. Et alors on m'était planqué un peu, bon, avec le hôte dit que je regardais la montre aussi. Alors le départ pour Régleton, quoi, Tulle, après je suis de Brive, Tulle, de Brive à Ussel et monté. Et bon, ça s'est bien passé, c'est très bien. Et arrivé à Rogier, j'ai dit peut-être la dernière gare, elle ne serait pas la bonne. Je te suis descendu au contrevoie et puis les bois. Et je me suis retiré ici. Je suis resté une semaine, le temps de monter une baraque. J'ai monté une cabane dans les bois, sous un rocher. J'ai fait avec de la mousse, des barres, des planches. Les parents m'avaient donné un petit poêle aussi. Et bien, j'ai passé mon hiver sous ce rocher. Et après, bon, quand ça a été la résistance, ils sont venus me voir parce que ça se savait un peu. Et puis comme mon frère, il avait été dans la résistance et qu'il était déporté aussi. Alfred. Ah oui, et oui. Il était déporté. Et alors bon, ils étaient venus me voir, ils étaient après le camp qui avait été fait, quoi, après le camp de Chamallow, ils s'étaient monté un autre camp. Oui. Et il était venu me voir, et bien j'ai dit, bon ben d'accord, je vais rentrer dans la résistance. Et puis je te dis, entre-temps, la phase est venue, Joe est venu, il s'est retiré ici dans le secteur, et je suis parti avec lui. Tu es parti avec... dans la résistance. Dans le groupe voilà. Léopold Rochessière. Hein? Dans le groupe Léopold Rochessière. Oui, là oui. Là ah, mais c'est ça, oui. Oui, il y avait chaud. Alors, FFI, et puis après FTP, oui. En 44. Autrement, il y a des photos aussi de son frère et de vous. On est des grandes et des petites. On avait été chercher un collaborateur à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, et on l'a ramené quand il était sorti, parce qu'il était là à l'usine Michelin. Et quand il est arrivé chez lui, quand il est sorti de chez lui,
Moi, Joey m'a dit c'est lui. Et celui-là. Alors moi, je me suis présenté avec ce qu'il fallait. Monsieur, suivez-moi. Et puis Joe, il est sorti, il est venu à ce moment-là, et on lui a donné le temps d'aller chercher un peu quelques bricoles, mais on l'a accompagné chez lui en haut. Et puis après, on l'a ramené, et on l'a ramené à la Fage. Et l'affaire s'est décellée, tu sais comment? Avec un buvard. C'est la secrétaire qui a décellé l'affaire. Avec le buvard, parce qu'il avait fait une lettre, et j'écrivais à l'encre à ce moment-là. J'étais à l'encre. Il avait fait la lettre, le camp aussi. Tout était bien signalé. Et c'est la secrétaire qui a dévoilé le camp a été dénoncé. Avec le plan, il avait fait le plan et tout était fait. Le camp a été dénoncé. Vous avez dû essuyer avec le buvard, c'est comment? Ils ont été avertis assez tôt et c'est de là qu'ils sont venus sur Saint-Hilaire. Oui. Et alors après, bon, de là, on l'a amené à Clairvaux, elle a couché Réveillon et après moi... Tu sais pas où il a passé après? Après moi, c'est pas moi qui, n'importe comment, hein, Cabochard. c'était que la 5e roue de la brouette. Cabochard. Gilbert Lacroix, La Garderaie. Le 23 mars 1944, je me trouvais sur la route à proximité de la 89 avec deux copains, Jacques Bonnet et Roger Borde. Ce matin-là, il y avait la réquisition, c'était comme une foire, il fallait ramener leurs bêtes. Elles étaient réquisitionnées, elles ne se vendaient pas comme ça, quoi. Et quand la réquisition a été terminée, les vaches sont restées dans l'étable qu'il y avait là. Et il y avait un monsieur qui était finalement, j'ai appris ensuite, le chef du maquis, qui s'appelait le 10 d'Eder, et il suivait les wagons comme ça, les uns après les autres, en regardant les étiquettes de leur destination, je suppose. Il y en a un qui l'a trouvé, qui devait aller en Allemagne, et il l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait des veaux. Il était rempli de veaux. Bon. Alors, il a refermé la porte, il s'est retourné vers la douzaine de garçons qui étaient là, et il leur a dit, vous allez sur la route maintenant, et puis vous allez... comment dirais-je, vous arrêtez le premier camion qui va passer. Ils voulaient charger des veaux dans un camion pour les amener dans leur camp, ou je sais pas, à l'endroit où ils pourraient les tuer pour manger. Il fallait bien trouver quelque chose pour manger. Et tout d'un coup, voilà, pas qu'un camion arrive, mais il y en avait 40 derrière. Le camion s'est immobilisé tout de suite. Vous voyez, dès que ça a commencé à péter, le premier véhicule a été arrêté. On est venu se réfugier dans la gare, là. On n'était pas à l'abri, les gamins. Et quand on est ressorti de la gare, il y avait un des maquisards qui était mort là devant l'épicerie. Car là, en face de nous, c'est l'épicerie. On a un témoin aussi de cette époque, parce que lui, il faisait partie des maquisards qui étaient là. C'est parti de maquis. Eh oui, des maquisards qui étaient là. Oui. J'étais là, oui. Avec- J'avais un copain qui montait la garde là dans le fossé. Oui. Hein, C'est pas fait comme ça. Là, il y avait un mur. et il n'était pas fait comme ça. Il y avait un jardin, un Oui. mur. Eh oui. Je me rappelle. Et qui, manque de peau, a tiré un coup. C'est que les Boches avaient déjà passé et d'autres venaient derrière. Et oui. Moi, j'ai occupé de Et par téléphone, je suppose, Bien sûr. ils se sont contactés, ils se sont arrêtés tous et ils commençaient à nous encercler. Et ici, ah oui, ici, oui, ici. Ici. Moi, j'ai amené le commandant de compagnie, je le tirais par la main parce que lui, nous, on avait une mitraillette chacun, mais Oui. lui, il avait qu'un pistolet. Oui, vous pouviez pas Et faire avec le grand-chose. pistolet, il voulait tirer, lui. Oui. Hein? Le Et camion c'est qui- moi qui l'ai fait suivre par la main. le camion. Et Le on a traversé le pont, là, Oui. là-bas, à Naval, Oui. la rivière, là-bas. Et après, quand ça s'est, les tirs sont arrêtés, ils ont été cambriolés dans les maisons. Ils sont Oui, ils ont visité les maisons, Voilà. ils ont saccagé l'hôtel et ils ont mis le feu.
nous étions un groupe de résistants, ce qu'on appelait le groupe Antoine Minacci, et nous étions un groupe de résistants qui avions fait à la libération. Nous avons voulu marquer, nous avions organisé un peu Aérin en 1944, au moment où tout était beaucoup plus clair. On avait organisé une fête, on a fait une fête importante et on avait décidé de faire ici, pour souligner les incidents du 23 mars, de faire une stèle sur laquelle il y aurait le nom des résistants. Sac Fernand, c'était le propriétaire de l'hôtel qui a été incendié. Et c'était un ami de la résistance. Et c'était un ami de la résistance, oui, parce qu'il a été déporté, il a été arrêté parmi la population. Là. Ils l'ont fusillé le 4 avril à Limoges, parce qu'il était considéré... Il était catalogué communiste. Voilà, oui, catalogué communiste. Bec Camille, c'était un des agriculteurs qui avait mené sa vache à la réquisition. Alors lui, ils l'ont pas tué sur le coup, il est mort à l'hôpital de Tulle aussi. Oui. Bon. Après, Gorce Roger, c'est un autre enfant des Reins, mais qui n'était pas là ce jour-là, qui a été tué sur la 89 pour une autre mission. Il a été surpris par des Allemands qui patrouillaient plus ou moins, alors qu'il était en train. Ils ont tout de suite vu que c'était un. Ils ont dit ça, c'est un maquis, c'est un terroriste, et ils l'ont descendu sans discussion. Sans discussion. Après, on trouve Sagne Hubert. Sagne Hubert, c'est le frère de cette dame. Hubert, moi, les souvenirs que j'ai, c'est au début. Oui. Au début. Mais il allait beaucoup, Puck. Oui, et puis ils avaient fait sauter les portes chez nous à Clairvaux de certains collaborateurs. Et le dernier qu'il a vu vivant, c'est un de mes amis à Cressensac. Et c'est là qu'il a été soit tué, soit pris, mais soit blessé. Jamais plus, sa famille n'a eu de nouvelles. Pocard, François et Pocard Pierre, c'est des cousins à moi. Alors je peux bien en parler. Ils avaient habité Hérin longtemps, mais là ils venaient de partir à l'Esclose. Ouais. Et on avait fait un bal chez eux, pas deux, on faisait des bals clandestins. Et ils ont été dénoncés comme quoi ils avaient hébergé des maquisards. Morel Paul, c'est quelqu'un qui est mort, lui, de maladie. Après, Rudo Isidore et Graziani Alexandre, c'est les deux copains de mon ami Fernando, parce qu'ils étaient tous les deux enfants de troupe à Tulle. Voilà. Il y en avait un qui avait 16 ans et demi, le petit Rudo, là, et l'autre, il avait 17 ans, tout juste. Après, Lazarotto Georges, c'en était un qui était là ce jour-là, le jour de la réquisition. C'était un Italien, et son nom de maquis, c'était Dubreuil. Alors lui, il est parti par la route et il a été blessé sur le pont de la montagne. Et on a pu le récupérer là. Il a été soigné par le chirurgien Boginski, à Théier de Saint-Pardoux-la-Croisière. Et malheureusement, votre beau-frère, c'est votre beau-frère, est venu me frapper à la fenêtre en me disant Dubreuil vient de se faire tuer. Et alors le dernier, monsieur Serman, alors lui, c'est pareil, il n'est pas revenu parce qu'il est mort dans un camp. Le courrier local à l'époque était apporté le soir au train qui descendait entre guillemets sur Tulle et dans lequel il y avait un compartiment postal. Alors le facteur des reins remettait à ce facteur du train le courrier qu'il avait récolté dans la journée pour l'acheminer vers Tulle et le distribuer. Ce facteur, qui était un ami de la résistance, a tout de suite vu cette lettre adressée à la police allemande et il ne faut pas laisser passer ça, il y a du louche. Et il a pris la lettre et il nous l'a donnée. Et c'est comme ça qu'on a été sauvés, qu'elle n'est pas arrivée entre les mains de la police allemande. Voilà à quoi ça tient. Et nous étions qualifiés de dangereux terroristes. Oui. Messieurs les Allemands, voici des dangereux terroristes. Voilà. C'était une lettre anonyme, bien sûr. C'était affreux. Ça. Oui, vous voyez, voilà l'enveloppe qui a attiré l'œil du facteur. Moi, j'essaye d'arriver. Les MOI et la 233e compagnie FTPF commandée par Yvon là, ont tendu une embuscade aux Allemands, mais qui a duré 2 heures.
Et ça a été une bataille rangée parce qu'ils ont tiré sur le premier camion, donc les autres camions se sont arrêtés et ont envahi par ici. Donc le groupe qui était là était pris, il ne pouvait pas reculer. Et c'est là qu'ils sont rentrés en action, et c'est là qu'il y avait 2 gars d'airain que j'ai voulu dire tout à l'heure, sous la rue et Gignac, qui avaient rejoint Yvon. Et ça a duré 2 heures quand même. Et là, il y avait du sang sur la route et ils ont laissé un camion. C'est la première fois qu'ils laissaient un camion. Ils n'ont pas pu amener le camion. Et en arrivant à Tulle, c'est écrit sur les bouquins, le commandant de la compagnie allemande, ils ont dit c'est fini, on ne sortira plus de Tulle. Et ils faisaient sortir les GMR, les vaches noires de Pétain, mais eux ils ne sortaient plus. Alors nous ici, on a eu un Polonais qui a été tué chez les MOI, qui a été transporté dans l'église de Clairvaux et qu'on a inhumé dans le cimetière de Clairvaux. Et une autre blessée qui s'appelait Angèle Mur, qui était un Espagnol, les MOI toujours. Et celui-là a eu le bras coupé. Et le bras coupé, c'est Boganki qui lui a coupé à l'hôpital d'Abilis avec une scie à métaux. Les outils n'étaient pas importants. C'était même pas une semaine avant la tragédie de Tulle. Eh oui. Antoine Minatier, ça a été un homme formidable parce que quand l'anneau est venu s'installer à Théier, oui, c'est lui qui a amené toute la nourriture il les a fournis en nourriture, en armes et en tout. Il a été chercher un camion d'armes à Limoges. Il avait peur de rien. Un jour, Antoine nous dit, allez, il m'en faut 2 ou 3, on descend dans le Lot. Oui, on va faire le plein d'essence. Il avait une citerne, on est parti avec la citerne faire le plein d'essence. On a fait l'aller-retour dans la journée et on a rempli les citernes d'essence parce qu'on n'en avait pas. On a été les chercher là-bas. Il avait une combine, il a fait le plein d'essence. Gratuit évidemment, mais on est venu avec l'essence. Un autre jour, il venait de Limoges avec un camion plein d'armes sur le plancher et couvert avec des plateaux de bois, des plateaux sciés, des plateaux de bois. Et il tombe sur une colonne allemande et c'était Val qui était avec lui, Marcel Val. Et les Allemands les arrêtent, ils avaient un camion qui était en panne. Alors, ils les arrêtent. Il s'arrête et alors Binetier dit, il parlait français le gars un peu, camion pas en panne. Ah bon, votre camion en panne, c'est pas grave, je vais vous le dépanner. Oui, parce qu'il était mécano. Ouais, il a dépanné le camion des Allemands. Les autres ne sont pas occupés de ce qui menait, hein. Pas du tout. Juste après la guerre, sont arrivées les nouvelles des camps de concentration, ce qu'on a découvert. Et alors là, ça a été la réaction. C'est pas possible qu'on ait laissé faire ça, qu'il y ait eu tout ça. Il faut absolument ne plus permettre ça. Déjà, on en parlait déjà. Tout le monde était d'accord pour que ce soit exactement ça qui soit inscrit. Parce qu'on était encore en plein, juste après la guerre, on était en plein, comment dirais-je, en pleine victoire, enfin, contre la barbarie, contre tous ces gens qui avaient fait le mal. Donc, ça a explosé et c'est pour ça qu'on a voulu le marquer là. L'inscription officielle de ce monument aux morts, c'est comme dans partout, c'était à nos enfants morts pour la France. Et nous avions à Hérin un instituteur qui s'appelait Fedel, qui était vraiment un instituteur de gauche, de combat, et qui avait fait la guerre, qui était un grand blessé, et qui trouvait, il ne voulait pas qu'on mette mort pour la France. Et alors il avait fait faire une plaque où il avait marqué « victime de la guerre » pour effacer le mot « mort pour la France ». Et cette plaque avait été fixée là, aux enfants de la commune, victimes de la guerre. Mais c'est le père Fedel qui avait voulu, à l'époque, ne voulait pas de cette inscription. Parce qu'il était blessé, il en avait bavé pendant la guerre, il dit non, nous sommes des victimes, nous ne sommes pas morts pour la France. Voilà. À la destruction du pont du Teil,
ça a stoppé la colonne qui était quand même longue de 3 km. Pour rapatrier une compagnie qui était stationnée à Hérin, un monsieur qui était de la 11e compagnie de l'As de Carreau de Brive avait une petite Simca 5. Mais comme ils étaient tombés le matin sur la colonne, il avait eu assez peur, il n'a pas voulu revenir ramener cette compagnie qui était stationnée à Hérin par la gare de Corrèze. Donc ils ont décidé de prendre un raccourci et quand ils sont arrivés, les routes n'étaient pas goudronnées. Donc à l'avant, la petite Simca 5, suivie du camion à une quarantaine de mètres. L'adjudant-chef Roulin avance un peu, il se trouve nez à nez avec un officier, il s'observe quelques secondes, l'officier sort le pistolet et il tire sur Roulin. Alors là, immédiatement, un feu d'enfer a éclaté. Artel, Bassaler et Bouillou et Monza ont été tués sur le coup, mais Bouillou, en descendant du plateau du camion, il avait le dos tourné vers l'ennemi. Les balles l'ont traversé de part en part à hauteur des reins et de l'abdomen. Les autres ont réussi à se sauver. Donc c'est les derniers morts. Tu l'as été libéré le 19. Là, ici, la locataire, un officier est monté, il s'est rasé, il est sorti à la petite fenêtre, il a observé la situation, il a mis la locataire au milieu de la route pour faire tourner les camions en direction de Corrèze. Et malheureusement, ils ont pris la chaude de Brive, on l'a retrouvé, il avait un chapelet dans la main et puis il avait massacré, il avait lancé dans un taillis à peu près à 200-300 mètres un peu plus loin. On est sur un pylône de la ligne de Marège-Brive qui alimentait la manufacture de Tulle. Et à Brive, c'était pour les premiers trains électriques Paris-Brive. Ça, c'était un pylône de Marège. On vient de l'usine, le Nendre, où il y a eu le premier accrochage. Et toute la résistance qui se trouve à l'intérieur de ce triangle, ils étaient en train de se faire encercler, in extremis. Les républicains espagnols vont faire sauter le pylône. Quand le pylône a été couché, les fils étaient sur la route, ça ne disjonctait pas comme à l'heure actuelle. Ils ont été obligés de stopper et de faire demi-tour ici, là, devant nous. Mais complètement fous, complètement furieux. Ils se sont mis à tirer. Madame Désier, c'est une demoiselle Désier qui habitait à Bory-Durlan. Ils ont déquillé un mannequin qui était dans le blé noir. Ils lui ont descendu toutes les poires qui étaient devant sa porte. Là, ils sont venus fous, mais ils ont été obligés de faire demi-tour. Donc, l'importance des républicains espagnols qui savaient faire la guerre, ça a été très très important. C'est-à-dire qu'ils ont évité que tous les maquisards se seraient trouvés bel et bien encerclés, peuvent dire merci à notre ami Francisco Berenguer. Muchísimas gracias aux Espagnols. La colonne Schaeffer, après avoir forcé les barrages et tout, a continué sa route. Et quand ils sont arrivés sur le pont, il y en a un qui a passé la tête et il s'est rendu compte que les 4 Nord-Africains qui étaient assez grièvement blessés étaient à l'abri sous le pont. L'auto-blindé est arrivé, mitrailleuse et tout. Ils ont été tués, tous les 4. Bachir Ben Ayeb, il est décédé dans le château de Biti. Alors, Hassan Ben Mohamed, c'est Sembriye Djimel. Hassan Ben Oukrin, Sembriye Djimel. Mohamed Ben Tayed, Sembriye Djimel. Maxime, soldat tchèque,
il est mort sur la commune de Gimel. Nonot Alfred est mort sur la commune de Gimel. Sadi Salah sur la commune de Saint-Brieuc-Gimel. Stanilas, soldat polonais, il est mort sur la commune de Gimel. Et là, Saujean, un des premiers tués à l'arrivée, il est mort sur la commune de Corrèze. Mon mari a été pris les armes à la main. Et ils ont essayé de protéger un petit peu le camp de ceux qui étaient condamnés à mort, puisqu'il y en avait qui étaient condamnés à mort à la route du Mans, pour qu'ils puissent se sauver sur la Mazière, quoi. Oui. Mais il y en a été pas mal, là. Moi, je crois que les élus, c'est 23, je crois. 23. De Théier, ils sont partis à Chamallow et ils ont été arrêtés le 15 août en 1943. Alors là, ils ont été dénoncés par un jeune des chantiers de jeunesse de l'Aplot, qui est venu au maquis avec eux. Ça a été comme chez Pocard d'ailleurs, au maquis avec eux, et puis qui les a dénoncés. Et donc ils ont été arrêtés par les Français, par les GMR. Et ils ont fait la prison de Tulle, Limoges, et la centrale d'Est à Villeneuve-sur-Lot. Et de Villeneuve-sur-Lot, ils sont partis de la gare de Penne, le train avant ceux de Tulle, avant le train de la mort, pour Compiègne, et de Compiègne d'Achaux. Alors là, ça a été quelque chose d'épouvantable. Déjà, il a un très mauvais souvenir de la centrale d'Est, parce qu'ils en ont fusillé 12, et dont un sur une civière. Il était blessé ou malade, je ne sais pas, un jeune de 17 ans. Ça lui avait fait tout à fait un mauvais souvenir. Mais au début, il ne voulait pas en parler. Là qu'après, qu'ils ont fini par quand même en parler un petit peu. Mais comme les gens ne voulaient pas les croire, ils disaient que ce n'était pas possible d'avoir vécu un enfer comme ça. Alors donc, ils se sont tus. Ils ont vu des choses horribles. Oui. Horribles. Mais il y a des trucs qui l'ont marqué plus que d'autres. Par exemple, une femme là-bas en Allemagne, une Française qui était enceinte, qui a accouché. Il a vu les Allemands jeter le gosse en l'air et lui tirer au mousqueton. Il trouvait que ça avait été quelque chose d'affreux à voir. Oui. Sans compter tous ceux qui ont été mis dans des fosses, dans la chaux vive, vivants. S'ils avaient été morts, ils n'auraient pas hurlé comme ils hurlaient. Donc ça a été quelque chose d'affreux, la déportation. Oui. D'ailleurs, je vous dis au début, là, il en parlait très peu. Il en parlait un petit peu quand il était avec mon beau-frère. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a su certains trucs. Autrement, il ne voulait pas trop en parler. Il a été arrêté en 1943, le 15 août en 1943, et ils sont rentrés 15 août en 1943, 45. Et oui, en 1945. Ils sont rentrés le 3 juin en 1945. Jean, dans ton livre, tu parles de deux premières frayeurs. Et là, ici, c'était la première frayeur. Oui, la première frayeur. Tu peux nous raconter? Oui, frayeur, pas sur le coup, mais frayeur après, vu l'importance. C'est-à-dire que j'arrivais par cette route-là, le Mortier, d'Espagnac, et je venais de Saint-Bonnet-le-Vert, de voir les parents d'un gars qui était rentré dans la Résistance, qui était dans un maquis au Peuc des Reins. Il s'appelait Dupuis, son père était bureau de tabac à Saint-Bonnet-le-Vert. Donc j'y avais mangé, bien mangé, et puis on m'avait donné ce qu'il fallait pour le fils, en vêtements, en lettres, et le père en plus m'avait donné un revolver, mais un tout petit revolver, un 6,35, que j'avais mis dans ma sacoche de mon vélo, avec ce qu'ils m'avaient donné pour leur fils. Et je devais aller à Gumont, dans 2 autres familles, pour récupérer du linge.
et aussi de la nourriture un peu pour leurs enfants. Donc quand je suis arrivé là à ce croisement, je ne sais pas si on le verra, qui est route de Gumont, je prends la route et à la hauteur à peu près du poteau actuel, là-bas, je ne sais pas si je me tourne, du poteau, qu'est-ce que je vois coucher dans les fossés de chaque côté de la route? Des GMR, c'est-à-dire la police de Pétain. Quand tu arrives là en vélo et que là c'est bouché, tu es obligé de descendre. Et les officiers qui étaient là sur le pont, ils regardaient des cartes. Mais de l'autre côté, je voyais que c'était dégagé, il n'y avait personne. Donc là, j'ai freiné, je suis descendu du vélo et j'ai dit bonjour messieurs, je n'ai pas entendu de réponse. Et j'ai passé là et alors vous voyez le virage. J'ai pris le virage et quand je suis remonté sur le vélo, alors là, la tremblement m'a pris quand je suis arrivé chez la dame. Je ris maintenant, mais je riais pas et je tremblais. Elle m'a dit, t'as eu peur? J'ai dit, oui, j'ai eu peur, bon, après. Ça, c'était au mois de septembre 1943, hein, c'est pas en 1944, c'était au mois de septembre 1943. Alors donc, je me suis posé des questions, mais après avoir posé aussi des questions, parce que j'ai posé par exemple des questions à mes copains qui ont été arrêtés, qui ont eu le bonheur de revenir des camps de concentration, eux ils me disent non, une fois qu'on est tabassé, on ne parle plus. Mais il y en a bien qui ont eu parler. Il y en a bien eu. Faut-il les accuser d'avoir parlé? On ne sait pas, sous les coups, ce qu'on ferait. Moi, je ne peux pas dire ce que j'aurais fait. Ce jour-là, on était en mission parce que tous les jours, on venait, c'était après les événements de Tulle, ça, hein. C'était le 4 juillet, ce jour-là, je m'en rappelle. Le 4 juillet 1944, on venait contrôler le TACO tous les jours, le petit TACO qui faisait Tulle-Neuvic, pour voir s'il y avait des gens indésirables dedans, des gens qu'on ne connaissait pas. Si on ne connaissait pas, on les laissait sur le quai de la gare de Saint-Bonnet-à-Valouse, parce que les Allemands le contrôlaient à la gaine. C'était pas loin. Hein. Alors ce jour-là, on venait à 4, et les deux premiers, on avait des vélos neufs, et les deux autres s'étaient retardés derrière, et ils n'arrivaient pas. Quand on a été là, comme on avait de l'avance, on a posé le pied par terre parce que là on passait par là pour être à la gare plus vite. Au lieu d'aller passer prendre la route, on suivait la rivière. Et alors ce jour-là, on met les pieds à terre, on était deux. L'autre était plus âgé que moi, il avait bien 3 ou 4 ans de plus que moi. Et on pose les pieds, mais on dit qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on ne les voyait pas. Au même moment, halte! Qu'est-ce qu'on voit? Deux nazis, là, deux Allemands avec les casques. Là, à la hauteur des poteaux. Et puis en même temps, pam-pam. Alors qu'est-ce qu'on fait? On était à la hauteur du pont, on appuie les vélos côté gauche, hop, on tombe dans la rivière, mais eux ont retourné en courant. Il y a eu une fraction de seconde qui ont fait que sous le pont, j'ai vite réfléchi moi. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Mais comme on avait appuyé du côté gauche, qui nous avait vu sauter, j'ai dit il faut aller vers Tulle, il n'y a pas là. Parce qu'ils vont tirer. Ils vont tirer là où on a mis les vélos. Et alors là, cette maison qui est maison maintenant, était moulin. Et il y a une dérivation là, mais qui a été déviée. Moi, je savais ce que c'était comme un moulin, puisque j'habitais à côté d'un moulin. J'ai dit à l'autre gars, il faut vite ramper, prendre la dérivation du moulin. Donc on a de l'autre côté d'en bas, là, on est sorti de sous le pont, on a comme les ragondins, on s'est foutu dans la dérivation du moulin et on longeait la rive gauche pour être garanti. Alors on est arrivé dans le moulin par les caves du moulin, on est monté au moulin, là où... et là il y avait une femme qui nous criait jetez vos armes, vous êtes pris, vous êtes pris. Et moi par la fenêtre du moulin je voyais un champ de maïs qui était là, c'est plat là, ou c'est vert là. Et je me disais si tu peux gagner le champ de maïs en rampant, t'es sauvé. Et alors on a rampé, on est arrivé là-haut dans ce champ de maïs. On est sorti de l'autre côté, alors on était déjà un peu à l'écart et ça a commencé à tirer là. Et alors là ça tirait. Hein. Là je ne sais pas ce qu'ils avaient mis en batterie, s'ils avaient mis une mitrailleuse ou des mitrailleuses. Ça y allait, c'était formidable, on voyait des gerbes d'eau qui montaient en l'air. On est arrivé à Saint-Marcel-de-Gimel où on a eu la chance de trouver un gars avec une voiture.
qui nous a amenés au cheminot, la gare de Saint-Pardoux-la-Croisille. Donc nous, on a pu contrôler le taco. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il venait ce jour-là de tuer le maire de Pandry. Et c'était un comptable que c'était. Et un juif. Ils avaient tué le maire de Pandry, Dubois. Peut-être entendu parler de Dubois. Et c'est un Dubois qui est encore maire à Pandry. C'est toujours la même famille, de père en fils. Et donc nous, on ne savait pas. C'est pour ça que Mme Lagarde, là-haut, ne savait pas qu'ils étaient montés une colonne c'est sur dénonciation, parce qu'à Courbières, il y avait un grand résistant qu'on appelait Luc Pompier. Ils ont fait brûler la maison, d'abord ce jour-là, de pompiers, ils ne l'ont pas trouvé, lui. Il s'était sauvé. Et c'est là qu'ils ont rassemblé les hommes de la commune, et il y en a un qui a vendu le maire en lui disant tu fais la quête pour les résistants, tu ramasses devant lui. Tu la vois là-bas, entre les deux sapins? Ah, je vois toujours mon Raymond là-bas. Depuis après, je la capote. Donne-moi la main. Attention. Mademoiselle, Voilà. donnez-moi la main. Là. Voilà. Elle n'a pas changé la carrière. C'est dans cette carrière le 9 août 1944 que je suis venu avec mon copain Boutoury René alias Le Pal chercher notre ami Raymond Ugari, alias Raymond lui, de Saint-Pardoux-la-Croisille, qui avait reçu une balle qui lui était rentrée par l'épaule gauche et était sortie à l'épaule droite. Il était par terre, les Allemands l'avaient incendié avec du produit, sa capote brûlait lentement et il agonisait, quoi. En partant, il lui avait tiré une balle qui lui avait éraflé le crâne mais qui n'était pas pénétré. Et on a pu le recueillir ici grâce à 3 filles qu'on a fait passer devant, marcher 50 mètres par 50 mètres pour voir si les nazis étaient partis. Et quand elles nous ont fait signe d'avancer, on a pu le recueillir là. Ils étaient 2 blessés. Lui et l'autre étaient blessés au foie, ça signait abondamment, mais il était juste ouvert. Ça lui avait éraflé le foie. Et on les a amenés tous les 2 à l'hôpital de Brigou à Courchastan. Et ils ont été sauvés tous les 2. Même Raymond Ugari a vécu longtemps. Les derniers coups de feu qu'il a tirés, c'est ici. Mais ici, c'était une frayeur. Quand j'ai vu que mes copains étaient blessés, qu'un a traversé la route pour nous dire Raymond est tombé dans la carrière, et qu'il se sauvait, lui. Alors, il fallait agir vite pour pouvoir venir le chercher. Et c'était la guerre, c'était la peur de perdre un copain, quoi. Voilà. La personne qui, on prétend, a été tuée par qui, par comment, on ne sait pas. Et alors, on l'a amené à Saint-Pardoux-la-Croisille et on a fait faire un cercueil. Il y a des gens qui disent qu'ils l'avaient jeté. Ils l'ont laissé là exprès, les Allemands. Cette colonne, c'était une colonne qui était partie de Tulle en direction des Jorbes, qui a incendié le village des Jorbes et qui a pris la route en montant vers ici. Il y a eu ce jour-là 3 tués. Il y a eu un paysan tué à Château qui fendait son bois devant sa porte, bien tranquille. Ils l'ont tué en passant. Il y a eu le chauffeur dans la voiture. Et après, un homme qu'on a trouvé mort ici. Oui, là, moi j'ai toujours entendu dire ça. Et quand on a été là-bas, c'est chez Robert, les 2 fils, Robert sortait de la cave. Oui. Parce qu'ils s'étaient enfermés dans la cave et par les petits vasistas de cave, ils regardaient faire. Ils ont vu arriver une moto et les voitures de la colonne nazie
ont reculé et ont pris la route de Thaïs. Et les fils Robert ont fait une déposition qui est avec l'acte de décès à la mairie de Saint-Pardoux-la-Croisille. Mais l'école des cadres, c'était pour apprendre le maniement des armes. Mais ça n'a pas beaucoup duré puisque ça s'est monté après l'histoire du 10 juin. Là. Et de là, ils sont partis à Saint-Martin-la-Méanne. Oui. À Saint-Martin-la-Méanne, il y a des photos. Des cheminots, il n'y en a pas. Saint-Martin-la-Méanne, il y a oui, des mais photos. à Saint-Martin-la-Méanne, c'était plus important. Ils étaient plus importants. C'était plus important. Élise Lissajou, Jean Liaison, témoigne. C'est pas ce que j'ai raconté. Eh bien, tu le dis. Détachement du Pleu-Chassagnou, dans la nuit du 13 au 14 juillet, les combattants FTP s'affairent et préparent leurs missions respectives. Raoul et Roland ainsi que François Tourette partent en mission de ravitaillement. Ils sont surpris par les soldats allemands en mission de ravitaillement au carrefour qui mène au petit hameau de l'Abessoul. C'est ma première mission. Le combat est intense, un Allemand est tué. 3 autres blessés. Roland s'écroule, touché par les balles d'une auto-mitrailleuse allemande. Ses camarades échappent à la fusillade. Auguste Vengeur de Gomme, alias Roland, est le premier FTP combattant tué en Corrèze. Il avait 22 ans. Son corps est récupéré par les gendarmes de La Roche-Canillac, où il est décidé de lui organiser de dignes funérailles. Elles auront lieu au cimetière de La Roche-Canillac devant une foule nombreuse et recueillie. René Bouturie, le tigre, des réveillons et puis je trouve son nom, mes cheveux. Métallo. Voilà. Ah, c'était le fils Pillobert. Et... Tous les jours, enfin toutes les fois que je passais, il était dans sa grande antenne pour soigner ses bêtes. Jean et Sacha. Jean. Mais moi, tu vois, j'ai des photos d'eux, mais je les trouve plus naturelles que là. C'est toute la jeunesse. Ah, Robert Maison. Ah, j'en connais Jean Maison. Oh. Là, j'étais en course, j'étais quelque part. Je ne sais pas où j'allais. Je partais de bonne heure de Saint-Pardoux, je ne sais pas à quelle heure, 6 heures je me levais, je partais, je prenais mes tracts, j'allais au détachement. Alors tu sais, je passais pas dans le Clermont, je passais à côté. Oui. Puis tu sais, je descendais la descente là, et le gars qui montait la garde me voyait arriver là-haut. Bon, j'arrivais au camp, Métallo venait vers moi, je lui donnais mon paquet de tracts et je repartais. Mais moi, c'était pas toutes les semaines que j'apportais quand même au détachement des tracts. On n'avait pas des tracts à l'appel, hein. Non, mais... Ça arrivait et il fallait les porter. Oui, mais tu as bien rempli ton rôle. Hein. Oui, voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Ça a été une vie intense, mais avec finalement beaucoup d'amitié avec tous ceux qui m'ont vu et que j'ai vu, hein. Oui, ça c'est des souvenirs qui ne peuvent pas s'oublier. Non, ça ne s'oublie pas. Malheureusement, il y en a qui voudraient qu'on les oublie. Ces souvenirs, mais nous on ne les oublie pas. Non, on ne peut pas les oublier. On ne peut pas oublier un gars comme Raymond Auberti. Oh non, quand je pense à cette famille qui a donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait toujours le gîte et le couvert dans cette maison. Il s'est privé pour les autres. Il s'est privé pour les autres. Et dans la nuit, lorsqu'il entendait siffler la Madelon, c'est que c'était un gars du maquis qui arrivait, il se levait et il allait le conduire au détachement. Ça, c'était le mot de passe. J'étais adolescent, mais je me rappelle bien de l'époque de la résistance. On les a côtoyés pas mal, nous, les résistants. C'est souvent qu'il y en avait qui venaient coucher dans la grange. Et il y avait des camps pas loin. Puis j'avais un frère qui était dans la résistance. Même 2 frères, mais il y en a un qui était légal, quoi, il n'était pas. Mais le premier, il avait été appelé pour l'Est et autres. Il était parti dans le maquis. Les gars venaient chercher des pommes de terre, du pain surtout.
Quand on arrivait à moudre, on avait pas mal de graines. Avec les meuniers, on arrivait à moudre à volonté. Alors on faisait beaucoup de pain, mes parents faisaient beaucoup de pain. Là. On leur donnait des tourtes de pain au maquis. Mais là, c'était tout à fait au début, là, quand il y en avait tant. Mais après, ils se sont éparpillés, je pense. Ça faisait trop de gars ensemble, je pense. Mon frère avait fait un camp à Jaloux. Il avait été un peu dans un camp en Playa aussi. Après, il était parti sur la Frage. L'entour, je m'en rappelle bien de cet épisode. Il y avait un groupe de maquis il y avait un convoi d'Allemands qui devait passer. Je crois qu'ils le savaient, ils étaient montés le matin, je crois. Ils devaient repasser le soir par la même route. Et il y avait un groupe de maquis qui avait monté une embuscade. Quand les Allemands sont redescendus, ils étaient montés vers la Frage et Saint-Mer, je ne sais pas où ils avaient été. Ils les ont attaqués. Seulement les Allemands, ils étaient quand même aguerris. Ils sont descendus des camions, ils se sont déployés. Et puis, les gars, ils risquaient de se faire encercler, alors ils se sont vite repliés. Seulement après, les Allemands sont venus. Ils ont monté jusqu'au village d'Antourne. Ils ont vu que les gens qui étaient à l'Antourne étaient au courant de l'attaque. Ils avaient préparé les valises pour dire ils vont foutre le feu, il faut qu'on emporte des affaires. Quand ils ont vu ça, ils ont ouvert les bêtes, ils ont lâché les moutons et les vaches. Je crois qu'il y avait un cochon, ils l'ont tué, je crois, ils l'ont emporté. Et puis ils ont foutu le feu au bâtiment. Et puis après ils sont venus jusqu'ici, au Nogé, à Plagia, à Charles. Et ils nous avaient tous rassemblés à Plagia. Et puis il y a je ne sais pas que c'était un officier allemand qui nous a tenu un discours en disant que maquis terroriste, c'est que celui qui les aiderait serait fusillé, sa maison brûlée. Et puis après, ils nous ont dit de repartir chez nous. Ah ben, ça, moi, écoutez, c'est quelque chose moi, que ça m'avait marqué. Parce que bon, j'étais jeune encore. Les premiers qui sont venus, c'était en 1943, au mois de février 1943. Un jour, mon père vient, il me dit, tu feras attention, tu parles pas. Il y a des maquis qui sont dans le bois. Mais le bois n'était pas loin, hein, c'était à 100 mètres. Hein. Tu les verras venir, il ne faut rien dire, tu vois rien, tu n'as vu personne. Hein. Puis moi, je me suis habitué à eux, et puis j'allais les voir, et puis on me parlait, et puis tout. Jamais. Mais j'ai vécu avec eux comme je vivais avec ma famille, pareil. Hein. Ils venaient faire le pain à la maison, ils venaient chercher l'eau, ils montaient la garde dans la grange. Je vivais sans arrêt avec eux. Hein. Mais après, c'est venu, ils étaient trop nombreux. Au départ, ils étaient pas une quinzaine, et puis après, bon, quand ils sont partis, ils avaient 120. Alors 120, ça grouillait dans tous les coins. Hein. C'était pas possible de les garder en place. Hein. Alors moi, quand je sortais de là-bas... C'était pas loin quand même de la maison au camp. La maison, c'était la maison là. Et les maquis, ils étaient juste au-dessous, là. Et j'aimais bien. Bon, moi, mon trajet, c'était surtout La Roche, à la pharmacie. Parce qu'elle donnait des médicaments, mais elle n'était pas obligée. Hein. C'était une résistance. Elle, c'était une résistance. Je ne sais pas comment elle s'appelait. Bourguet. Et c'est moi qui allais, parce que quand il y avait l'infirmerie, moi j'allais à La Roche, à pied, chercher les médicaments pour qu'ils puissent soigner les malades. Parce qu'il y avait des blessés, il y avait des malades. Parce que Jean Moginski, là, que tu as entendu parler, là, le russe, c'était dans cette maison qu'il était. Tu vois à un moment donné, là, il y en avait une quinzaine de blessés ou de machins. Des gens, ils sautaient, ils se faisaient mal. Ça n'a pas bien duré, parce qu'après, ils ont été à Bélis. Eh bien, ils ont été trouvés quand ils ont roulé l'entourne. Là, ils sont partis. On a pris les blessés, dans les gorges de la Dordogne, on est descendu, à Nougin. On a traversé le Doustre, le plateau là-bas, et puis Nougin. On est descendu dans les gorges de
2 jours, je suis resté dehors. Putain, comme ma mère, Ah oui, mais elle avait peur. Elle avait peur, ah oui, oui. Mais oui, parce qu'elle n'avait quand même pas l'âge de raison, quand même, à 15 ans, et c'était un peu jeune. Hein. Moi, j'avais des parents qui étaient... Vraiment, c'était... C'était un élu du Front Populaire, son Ah père. oui, il était conseiller municipal de du Saint-Pardon, Parti quoi. communiste, lui. Oui. Il a été en 36 jusqu'en 36. 40, quoi. Et des familles, il ne fallait pas parler. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. On connaissait ceux qui pouvaient Oui, parler. Voilà. Ouais, ouais, on savait. Et il y en avait beaucoup. D'ailleurs, si je te rappelle, beaucoup de ceux qui avaient la langue trop longue, il y avait les portes qui sautaient, hein, Ah tu oui. te rappelles? Ah ben. Bon, il y avait un peu de plastique, bam, bam. Alors après, il se calmait. La peinture rouge, ici en Boche. Ici en Boche. Ouais. À Saint-Pardon, il y en avait 3 ou 4 qui avaient été oui, pétés. à Calme aussi. À Guban aussi. Il y en avait... Partout, on avait Ouais, fait ouais, peut-être. quand il y avait des réquisitions pour des bêtes, je me rappelle, mon père, il avait 6 ou 7 vaches. Hein. Et bien des fois, il y avait une vache qui était réquisitionnée. Ah oui. On l'amenait au mortier Au là-bas. mortier. Et de là, elle était embarquée pour en Allemagne pour les Allemands. Hein, pour... Surplombé, on va pas y aller. Parce qu'il était au fond quand même. Ah, il y en avait toute la longueur là. Hein. C'était en longueur, voilà. Là, il y avait une tente. Non, là, Oui, c'était c'était une plutôt tente. des tentes. Oui, c'était que des tentes. Des parachutes ou des... Non, non, des tentes militaires. Des tentes Ah, des militaires, tentes oui. militaires. Ah oui. ouais, ah ouais. Des tentes Et là, militaires. oui, là c'était la première C'était le tente. premier, après il y en avait. Il y en avait tout le long là. Tout le long. Là où il y a l'arbre, après il y avait les cuisines, il y avait le réfectoire. Fais attention, Jean-Tout. Attention, redonne-moi si tu veux. Attends, non, mais Ouais. je saute à ma vitesse. Elle a mis la canne sur la table. C'était bien réparti, hein, parce que le matin, il y avait rendez-vous. Là, il déjeunait et Léon donnait, bon, toi tu vas là, Donnez les ordres. en garde, là, à tel endroit, il y avait 4 ou 5 endroits, et c'était, bon, à tour de rôle qu'ils y allaient. Hein. Mais après, le restant de la journée, bon, il passait pas d'entraînement, il ne faisait pas d'entraînement non, pas à militaire. l'époque. Hein. Pas du tout d'entraînement militaire. Hein. Non. Regarde, quand il est venu, ils étaient une quinzaine, quoi. Oui, à peu près, oui. Une quinzaine. Bon, c'était des gars qui ne partaient pas au STO. Hein. C'était politique, hein, tous. Oui, oui. C'est pas évident. Voilà, l'entrée se faisait là. D'abord, on voit la terre encore qui a On voit été la sortie. terre encore, comme Ça, c'est la terre qui a été sortie. Voilà, il avait mis Le de son dessous, là, côté. qui a fait ce mamelon. Voilà, Et là-bas, le même mamelon de l'autre côté. pareil de l'autre côté. Alors ils avaient mis des poutres en bois dessus. Après ils avaient mis de la mousse, des feuilles et des fougères dessus. Il y avait un journal qui s'appelait Le Volontaire. Le volontaire, c'est là qui se... Là, tu as le volontaire du mois de juin. Après l'attaque de Tulle, il a été fait là. Ils le mettent d'abord sur les livres. Tu as un exemplaire, toi, Jean ou... Oui, voilà, livre. Et il était diffusé comment alors? Ils étaient. Ah, mais après, c'est diffusé Ah ouais, par nos agents de liaison. Mm. Ah oui. Ah, on ne diffusait pas dans les maisons. Hein. C'était nos agents de liaison qui les portaient là. Après, on Eh oui, glissait après, sous les c'était portes. dit- On glissait sous les portes. Voilà, oui, oui. On en a glissé sous les portes. Mais elle a fonctionné jusqu'à la Libération, 44 au mois d'août. Ah oui. Moi, à la Libération, en 1945, quand j'ai récupéré le prévôt le 1er mars, eh bien, je me suis remis au boulot avec mon père, je ne me suis pas posé de problème. Là où on s'en est posé, c'est quand on nous a dit de rendre les armes. Ah oui, là c'était... Ah là, ça a été difficile, moi je les ai pas rendus, je les ai enterrés. Le retour à la vie civile, chez les jeunes, tu sais, il y avait un gouvernement provisoire à Alger. Bon, il y avait des ministres communistes. Il y a eu Maurice Thorez. Maurice Thorez, il nous disait de retrousser les manches et de travailler dur pour reconstruire la France. Ben, nous, c'était... à l'époque, c'était des bons dieux pour nous, donc on faisait ce qu'on nous disait. Hein. Je fais référence à la résistance parce que je dis que ça m'a appris à connaître des gens que je n'aurais pas connus. Et de toutes opinions, je ne dis pas... de- Ouais. C'est vrai, moi j'ai côtoyé des gens dans la résistance
j'en garde le meilleur des souvenirs, alors que je sais qu'ils n'ont pas mes idées et qu'on est copains, quoi, je veux dire. Mais ça m'a quand même permis ça, le mot fraternité. La fraternité, parce qu'on n'était pas que des Français, il y en avait d'autres, il y avait des Espagnols, il y avait des Tchèques, il y avait des Roumains, il y avait des Polonais, il y avait des Nord-Africains, hein, il y avait de tout. Dans ce combat-là, il y avait deux choses. Il y avait libérer la France, la liberté. Nous, c'était la liberté, de retrouver notre liberté. Des jeunes comme nous, là, c'était ça, retrouver notre liberté. Mais il y avait ceux qui étaient plus âgés que nous, qui pensaient aussi à fonder un pays plus égalitaire, plus fraternel. Et on a créé la sécurité sociale, quand même la retraite pour les vieux qui n'en avaient pas. Il s'est fait des choses, hein, la libération, pendant les 2 ans qui ont suivi. Là. Là, ça a été formidable, ça a été une avancée. Ce qui n'avait pas pu se faire au Front populaire, ça s'est fait là. Tu as bien dû voir la composition du CNR. C'était pas que des communistes, que je sache. Il y avait des MRP, il y avait des gaullistes, mais il y avait aussi des socialistes, des radicaux socialistes. Il y avait de tout le monde. Il y avait des gars qui croyaient au ciel, comme disait Aragon, d'autres qui ne croyaient pas. Ben, et ils ont bien trouvé le moyen de se mettre d'accord pour faire un programme. Et je vais te dire quelque chose, par exemple, j'ai été 9 ans conseiller général. Et il y en avait une autre qui vit encore, qui s'appelle Raymond Lacombe, qui est de Brive, qui était APR. Et tous les deux, on était médaillés de la Résistance. Mais quand on rentrait aux sessions du conseil général, on s'embrassait tous les deux. On allait siéger à droite, on tirait à gauche. Mais la Résistance nous unissait. Il ne fallait pas qu'on dise du mal de l'un ou de l'autre. On se serait retrouvés sur le mot résistance. Et ce mot résistance, ça a permis quand même pas mal d'avancer dans notre mode de vie. Voilà. Monter que descendre. Monter, ça va. Ce soir, je me frictionnerai les jambes avec lui. Tu vois le chemin, Jean, le chemin qui venait du Pont-de-Sagne. Eh oui. L'âne, le père Vial d'étayer, là, il montait pas là avec sa brute. Ah bon? Quand il allait voir son fils, le père Vial de la poussière, il montait par là, il allait chez lui là-bas. Je parle de 80 ans. Là, on servait à quelque chose à l'époque. Ouais. Maintenant, on les met pour brouter dans les... À l'époque, ils servaient les ânes. Ah oui.